Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Boris, tu es député socialiste des Landes. Tu viens de publier Un esprit de résistance aux éditions Flammarion, un livre dans lequel tu invites le lecteur à réfléchir sur la société post-Covid, un livre réflexion sur une société post-néolibérale, parce que tu critiques aussi beaucoup le néolibéralisme, un livre où le collectif joue un rôle central, un collectif qui doit reprendre le contrôle, dis-tu. On va y revenir, mais d'abord, on résiste à quoi, Boris? À quoi est-ce qu'il faut résister aujourd'hui? J'allais dire, la notion d'esprit de résistance, c'est à la fois résister au vent mauvais, on voit à quel point il souffle fort aujourd'hui, et puis imaginer ce que doit être l'esprit de résistance au sens de l'après-seconde guerre mondiale, où on reconstruit un pays, j'allais dire, dans la conformité aux idéaux qui sont les nôtres. Donc c'est ça, c'est résister à un monde qui se défait, un modèle économique qui est perclus de malfaçon, d'injustice, d'inégalité, résister au vent mauvais du nationalisme, et puis se dire qu'on peut tous mieux vivre ensemble. Tu écris « Il n'y a pas de progrès qui ne soit ni collectif, ni d'objectif qui ne soit atteint sans la contribution de tous ». Comment réintéresser les citoyens à la politique? Comment les ramener aux urnes? Est-ce que c'est pas là le principal danger qui guette aujourd'hui sur la démocratie? Si, et d'ailleurs, quand j'écris ce livre, je pense d'abord à ceux qui ne vont pas même voter. Et quand je vais à l'Assemblée nationale, j'ai toujours en tête que moins d'un électeur sur deux a élu cette Assemblée nationale. Et que c'est évidemment un problème majeur. Comment les ramener aux urnes? D'abord en leur parlant. En parlant à tous ceux qui ont l'impression qu'on ne leur parle jamais, qu'on ne les voit pas, que la société telle qu'elle va ou telle qu'elle ne va pas les tient pour pas grand-chose. Et je crois que faire de la politique de façon engagée, parce qu'il y a des politiques engagées et des politiques pas engagées. Quand on est un politique engagé, on s'efforce chaque jour de se dire est-ce que ce que je fais est juste et pour qui je le fais. Et on le fait pour ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, qui n'ont que la force de travail pour vivre, qui parfois ne vivent pas toujours bien de leur travail quand ils en ont un. Voilà. Et quelle place les partis politiques ils ont dans cette conquête justement de la participation de tous à l'action citoyenne? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu devenus obsolètes? Est-ce qu'il ne faut pas repenser les formes d'organisation justement de la mobilisation générale? Il faut évidemment penser les formes de l'engagement. Est-ce que ça disqualifie de façon irrémédiable les partis politiques? Je ne crois pas, parce que parfois même certains mouvements sociaux, mouvements citoyens finissent par se constituer en des choses qui ressemblent à des partis politiques. Donc je ne crois pas à la disqualification d'un système de partis, même si je vois bien que le vieux système de partis, lui, a besoin de se rénover. Donc il y a un équilibre à trouver. Quand je parle avec des jeunes qui vont manifester pour le climat, par exemple, qui ont des aspirations écologiques, mais aussi viscéralement sociales, ils mettent le mot d'activisme, là où peut-être que nous on met celui de militantisme. Mais au fond, il y a quand même une proximité. Et pendant longtemps, les partis politiques ont été à l'avant-garde justement du renouvellement des idées. Le Parti socialiste avait même au sein de son organisation des groupes de réflexion. L'ensemble des partis aujourd'hui ont externalisé ce qu'on appelle la pensée. C'est beaucoup dans ton livre, parce que tu parles beaucoup des idées dans ce livre. François Hollande, cette semaine, a déclaré que le problème de la gauche, c'est qu'elle ne proposait rien. Tu es d'accord avec ça? La gauche ne propose plus, elle n'a plus d'idées? Eh bien, je ne crois pas. Et c'est pour ça que je vais envoyer à François Hollande les dernières contributions au projet du Parti socialiste que nous avons construit, qui réinternalise la réflexion et la pensée. Alors évidemment, pas de façon cloisonnée, on n'est pas fermé au monde, au contraire. Donc on a renoué, sans doute plus qu'avant, le dialogue avec les universitaires, avec les chercheurs, avec la société civile, qu'elle soit organisée ou pas, les grandes associations, les grands syndicats. On est en dialogue permanent avec eux, on écoute, on lit, on reçoit, et puis on fait notre miel de tout ça. Donc je crois que on n'est pas suffisamment audible, ça c'est une réalité, et moi je m'en désole chaque jour. Mais enfin, on travaille et on propose des choses, y compris d'ailleurs dans le moment dans lequel nous sommes, qui est peut-être quand même une expérience commune de la nation et même du monde. En prenant appui là-dessus, eh bien, on se projette vers l'horizon et on se dit, est-ce qu'on est capable de construire un monde d'après plus juste, avec moins d'inégalités, et qui ne laisse pas les plus vulnérables sur le bord de la révolution numérique, environnementale, etc., etc. C'est quoi les grandes idées de la gauche? Qu'a la gauche dans sa besace pour faire rêver les Français? Moi, c'est des idées très, finalement, assez simples et concrètes. On a applaudi à 20h un certain nombre de métiers qui sont dans l'ombre, je vais dire par temps ordinaire. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'en passer. Et je donne l'exemple des caissières. Est-ce qu'après cette pandémie, on peut continuer
à accepter que le patron d'une grande enseigne gagne 300 fois ce que gagne sa caissière. Et finalement, retourner à une vie comme avant. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à un retour à la normale. Moi, je crois que, d'une certaine manière, nous raterions le rendez-vous de cette crise et les leçons qu'elle nous donne si nous ne le faisions pas. Si je dis ça, pour être très concret, c'est que plus de justice, plus de partage de la richesse, en réalité, tout le monde vit mieux. Et en particulier, les plus modestes. Si on avait fait la même distribution des revenus dans la masse salariale entre les très hauts revenus qui ont capté une part essentielle de cette richesse et les bas revenus, eh ben 30% de salariés les plus bas auraient un salaire aujourd'hui augmenté de 10%. C'est quand même pas rien. Alors on s'était dit pendant longtemps, bah, c'est un problème moral, ces très grosses rémunérations. Mais ils sont tellement peu nombreux, ces très gros patrons très bien rémunérés, que c'est pas parce qu'on leur baisse leur salaire qu'on va pouvoir augmenter les autres. Bah, on fait la démonstration inverse. Et voilà. Faire la démonstration aussi que nul n'est inemployable. On s'est battu pour généraliser territoire zéro chômeur de longue durée, avec cette démonstration, mais magistrale, que nul n'est inemployable. Quand on construit les métiers autour des gens, en se disant qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut apprendre, de quoi on a besoin, donner de la valeur à ce que finalement le marché, on le voit, n'est pas capable de valoriser. Tout ça est assez intéressant. J'essaye d'esquisser ce monde d'après où on donne de la valeur à ce qui paraît ne pas en avoir, mais qui en réalité en a beaucoup. Tu parles beaucoup des inégalités, tu parles aussi des limites acceptables à la richesse. Tu viens de le dire, tu parles beaucoup de la question des salaires. Mais quid du capital? Comment on agit sur les inégalités de capital? Alors, je parle aussi un peu du capital, parce que je parle de la taxation des successions. Et de fait, ce que l'on constate, c'est qu'une part de plus en plus grande de la richesse transmise se concentre entre de moins en moins de mains. Et donc ça crée des injustices, ça crée une société de rentiers. Donc moi je propose une réforme de la taxation des très grosses successions. Je propose une dotation en capital pour tous les jeunes, pour que précisément démarrer dans la vie ne soit pas le privilège de quelques-uns. Et puis ensuite il faut se poser la question, en effet, dans le partage de la valeur ajoutée entre capital et travail, à ce qu'il y ait plus de justice. Et comment on peut légiférer sur ce sujet-là, bien sûr, mais on peut aussi ce que moi j'appelle inaugurer un nouvel esprit d'entreprise. Et je ne confonds pas le capitalisme financier avec l'esprit d'entreprise, avec ces patrons qui parfois, quand il y a des coups durs, commencent par ne pas se payer eux-mêmes pour pouvoir payer leurs salariés. Nouvel esprit d'entreprise, par exemple, moi je plaide avec Dominique Potier, avec d'autres, pour ce qu'on appelle la codétermination, c'est-à-dire le partage de la décision avec les salariés dans l'entreprise. Mais quelle meilleure façon d'abord de redonner la priorité au salaire, à l'investissement productif contre la rémunération des actionnaires. Comment on redonne de la vue à un système qui est dans le court-termisme de marché alors qu'il faut des stratégies de transition et de long terme. Voilà par exemple des idées qui sont simples, en réalité très partagées. Pendant longtemps on a pensé que ce n'était pas faisable, mais ça devient indispensable. Sur la question de l'emploi, justement, on voit bien que tout le monde, pour la peine droite-gauche, tout le monde court à cette recherche de l'emploi à tout prix, de cette société du plein emploi. Est-ce que toi, tu penses que, à l'aune de ce qui nous arrive aujourd'hui, la crise sanitaire, la crise écologique, la crise environnementale, est-ce qu'il faut continuer d'assumer cette recherche du plein emploi, ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà se dire qu'il y a des emplois qui ne servent à rien et qu'il faut cesser ces emplois et que donc du coup on accepte socialement l'idée qu'il y aurait des personnes sans emploi et qu'il faudrait garantir un salaire minimum à chacun? Alors moi je dis deux choses. Je dis d'abord, quand on dit qu'il faut abandonner un certain nombre d'emplois, laissons aux machines le travail des machines. Mais laissons aux hommes le travail des hommes. Et là on a vu que parfois on a confié aux machines des travails des hommes. Je regarde le modèle de Google sur la librairie, ils vendraient de la lessive, c'est pareil. Encore que sans doute on peut avoir un avis sur les différentes lessives. Mais sur les livres je suis convaincu qu'on peut avoir un avis. Donc je dis d'abord ça, oui il y a des métiers qui vont disparaître, tant mieux. Mais il y en a plein d'autres qui vont s'inventer. Moi, je suis dans une réflexion, mais je ne suis pas le seul, en disant il faut peut-être penser plutôt la société du plein travail que du plein emploi. Comment on pense le travail hors emploi? Comment on donne de la valeur? On peut se créer des droits par le travail gratuit. L'engagement, est-ce qu'on peut se créer des droits sociaux, des droits à la retraite quand on est bénévole, quand on est aidant familial? Est-ce qu'on ne peut pas... Voilà. Et donc cette question-là, c'est de donner et valoriser l'utilité pour tout le monde. Aujourd'hui, finalement, il n'y a que les très gros patrons qui sont capables d'avoir, en plus de leur salaire, d'autres modes de rémunération. Est-ce qu'on n'est pas capable d'inventer d'autres modes de rémunération plutôt que de laisser au bénévolat, à la solidarité familiale, des choses dont on voit bien que si ça n'existe pas, le pays ne tient pas debout.
Tu parlais de robotisation justement et tu reviens dans le livre sur la figure du personnage de Daniel Blake dans le film de Ken Loach. Tu dis qu'il y a beaucoup de Daniel Blake dans nos sociétés, des sociétés de plus en plus robotisées, déshumanisées. De quel progrès on a besoin, Brice? On a besoin de progrès humain, on a besoin de se retrouver. Là aussi, c'est une leçon de la pandémie. On s'est quand même beaucoup manqué les uns aux autres. Finalement, parce qu'on en avait la conscience. Nos parents nous ont manqué, nos enfants nous ont manqué, nos voisins, nos collègues, nos amis nous ont manqué. La vie en société nous a manqué, donc il faut se retrouver. Donc on a besoin de ce progrès humain, c'est-à-dire d'être capable de repenser une société d'égaux ou de commune humanité. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on vit bien ensemble? Et puis quand j'évoque les Daniel Blake, et quand je dis redonner de l'humanité, redonner du visage, pas des visages, parfois l'administration, et je vois le travail des fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire de métier. Mais force est de constater que, oui, dans ma permanence, j'en ai plein des Daniel Blake, plein de gens qui sont dans une forme de confusion des sentiments, et à la fois ils ont envie de baisser les bras et de se remonter les manches, qu'ils sont pris dans des injonctions contradictoires. C'est ça Daniel Blake, il vient de faire un infarctus très grave, son médecin lui dit si tu veux pas mourir, tu ne peux plus travailler, mais il y a l'administration du travail qui lui dit non, si tu cherches pas de boulot, tu n'auras pas ton allocation. Bon, et ben ça je le vois souvent. Et donc redonner de l'humanité à nos processus me paraît important. C'est aussi ça quand je dis redonner aux hommes le travail d'humain, qui n'est pas remplaçable par la machine, celui du contact avec l'autre, celui de l'intelligence, de la main, voilà, du geste, mais aussi technique, scientifique. Sur le progrès technique, justement, est-ce que ça veut dire que dans cette société post-néolibérale ou post-Covid, il faut accepter de renoncer à des progrès qui sont affichés comme des progrès techniques? Je pense au débat sur la 5G, je pense à ce fameux rêve du vol, enfin de prendre l'avion. Est-ce que dans ta réflexion, ça consiste effectivement à réfléchir sur les usages, sur nos habitudes, nos pratiques du quotidien qui sont liées à ces évolutions technologiques? Est-ce qu'on a besoin de 5G? Est-ce qu'on a besoin du dernier téléphone? Est-ce que la société doit réfléchir? Considérer qu'on n'a pas besoin de progrès des sciences et des techniques, c'est une façon d'éteindre la lumière. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un moment, est-ce que c'est véritablement neuf? Au fond, après le programme Manhattan, la bombe atomique, il y a eu ces questionnements-là. La question de science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Finalement, tout ça reste une grande actualité. Peut-être a-t-on cessé de penser qu'on était veillé par le progrès et que le progrès était toujours bienveillant. Eh bien, ce rapport au progrès, c'est un espace de réflexion critique qui est extrêmement important, extrêmement enrichissant. Mais moi j'espère de la science, j'espère de la raison, j'espère du progrès. Et je ne peux pas, moi, être comme un lapin pris dans les phares. Non. On reste quand même des hommes doués de raison. Il faut en faire le bon usage. Dans l'esprit de résistance, il y a aussi la question de la protection sociale. C'est Mitterrand pourtant le premier qui touche à la sécurité sociale avec la fin du 100% pris en charge. C'est aussi un gouvernement socialiste qui détricote le droit du travail. De quelle protection parles-tu alors que précisément, comme tu le dis, nous traversons un temps de révolution? Alors si on veut être juste, c'est aussi un gouvernement socialiste qui fait les lois aux roues, qui fait les 35 heures, qui fait la 5e semaine de congés payés, etc., etc. Donc il faut aussi être dans la justice. Là, ce que je dis finalement, on est au milieu d'immenses révolutions au pluriel. La révolution numérique, on voit bien, il y a un débat, on ne sait pas bien ce qu'elle va donner à voir. En tout cas, probablement qu'elle ne va donner à voir qu'une part d'elle-même. Certains disent, ça va être la fin du travail. D'autres disent, à mon avis, la révolution ne sera pas telle qu'elle libérera des bras pour la transition écologique ou pour la société du soin à l'autre. Il y a la révolution environnementale. Il y a comment on construit l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui. Parce que moi, je trouve ça très bien. On dit, bon, il faut qu'on sorte du diesel, et c'est sans doute une nécessité environnementale. Mais on raconte quoi aux ouvriers qui fabriquaient des carters aux fonderies du Poitou? Je suis allé les visiter. Chez Bosch Industries. Alors, comment on protège tous ces gens? C'est quoi la protection de demain? On travaille sur une c'est le rôle de l'État et de la protection sociale qui doit être à l'unisson. On apprivoise le hasard. C'est-à-dire que le trait commun de notre société, c'est l'incertitude. Et les gens sont inquiets, insécurisés, et aussi se replient sur soi ou parfois baissent les bras parce qu'ils sont insécurisés. Parce que quand on est un jeune, rentrer sur le marché du travail, c'est un saut dans le vide. Quand on voit son métier se disqualifier parce qu'il y a un irrémédiable qui est l'urgence écologique, c'est un saut dans le vide. Quand on perd son boulot, parfois on a travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise, c'est un saut dans le vide. Comment on a un système qui apprivoise le hasard, qui gère les transitions professionnelles, qui fait un lien entre l'assurance
chômage, la formation et le rebond dans l'emploi. Voilà, c'est ce que je propose. En ayant un système, je préfère un système social universel qui ait des droits pour tous plutôt que des questions pour certains, qui soit une protection sociale qui se dispense. Enfin, il y a peu de réformes sociales qui ne soient pas teintées d'une sorte de jugement moral. Voilà, moi je ne suis pas pour cette forme je suis pour une sécurité sociale qui émancipe, qui sécurise et qui est un tremplin et pas seulement un filet. Il y a un sentiment d'impuissance politique. On a le sentiment que le pouvoir échappe parfois aux politiques, aux décideurs publics. Toi, tu l'as dit, tu es fonctionnaire, tu es haut fonctionnaire. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires dans les ministères, chez les élus au sein de l'Union européenne. Est-ce que tu dirais justement que ce pouvoir a été abandonné aux mains de la haute administration ? Alors, qui empêcherait de rêver, parce que tu as une grande phrase sur ton livre où tu dis faire peuple, c'est créer du commun, de l'universel, des solidarités, des désirs et des rêves. C'est ce que tu écris. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre... Je ne suis pas dans ceux qui dénoncent la marée montante du fonctionnarisme, qui dénoncent l'état profond, et je vois dans la juxtaposition justement de cette thématique que finalement Emmanuel Macron a reprise de l'état profond, la réforme du statut de la fonction publique, sans se poser la question de savoir ce qu'est dans l'histoire le rapport de la puissance politique à son administration, la suppression de l'ENA, il y a bien des reproches à faire, et la suppression des préfets, j'y vois, et si je suis excessif, je dis une forme de haine de l'État. Au moment où, moi j'ai une vision assez romantique de l'État, qui est sans doute parce qu'elle est romantique. On va y revenir. Mais c'est important. Alors oui, quand des responsables politiques démissionnent, c'est l'administration qui commande. Est-ce que parfois elle le fait plus mal qu'eux? J'en suis pas toujours certain. Mais regardez, un des premiers débats à l'Assemblée nationale avec La République En Marche, c'était de supprimer l'enveloppe parlementaire. Et avec comme argument, mais qui nous était opposé. Alors moi, honnêtement, j'avais pas d'opinion, j'avais jamais été élu député. Mais l'argument qui était renvoyé, c'était comment vous justifiez de faire un choix dans une subvention, dans une aide publique, entre telle ou telle association, entre tel projet communal ou tel autre. Enfin, la politique, c'est faire des choix. Et c'est ensuite les assumer en transparence devant les électeurs. Et oui, parfois il y a des abandons. Moi je dis, reprenons le pouvoir. En réalité, on peut beaucoup plus que ce que parfois on pense. On veut dire qu'on ne se heurte pas de temps en temps à des réalités, à des temporalités qui ne sont pas les nôtres. Le temps politique et le temps administratif sont deux choses différentes. Et c'est compliqué. Mais il y a besoin d'une politique qui s'affirme. Un mot sur la question des identités. Tu dis dans le livre que l'universel, c'est la condition pour penser au-delà de soi-même, de son origine et de son histoire. Est-ce que ça veut dire pour toi qu'on ne peut pas construire un combat sur la base d'une identité, qu'elle soit raciale, sexuelle, genrée ou même sociale? Alors, si tu reprends quand même l'ensemble de mon développement, je dis que l'affirmation d'une identité n'est pas nécessairement une concession faite au repli sur soi ou au fond une déclaration séparatiste. Comme je dis que l'universalisme n'est pas forcément la négation des identités. Et ce que j'essaye d'esquisser, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable finalement de penser ce rapport de l'universel au particulier, du particulier à l'universel, comme quelque chose de fertile, plutôt que comme quelque chose d'excluant. Mais on voit bien que dans l'espace dans lequel nous sommes, médiatique, il y a tellement peu de place pour la nuance, tellement peu de place pour la réflexion, ce que j'appelle un peu la slow politique, que tout est miné. Et la position réfléchie, qui essaye de construire un compromis, qui n'est pas du tout une compromission, mais un compromis, c'est une position faible. Ben non, je le disais l'autre jour à des collègues à vous à la radio, à toi pardon, à la radio, mais il faut avoir parfois le courage de la nuance. Voilà. Et je cite Aimé Césaire dans une lettre qu'il adresse à Maurice Thorez pour démissionner du Parti communiste français, où il dit cette relation de l'universel et du particulier, comment il y a une fertilisation des deux. Mais par exemple, les valeurs de la République, ça ne peut pas simplement être un truc qu'on assène, comme voudrait le faire Blanquer, ex cathedra. Sinon, c'est la foi sans culture. Il faut les deux. Il faut pour raccrocher tout ça aux coordonnées de sa propre vie. Je dis, l'universel, ça permet de penser au-delà de soi-même. Mais il y a toujours un point de départ, qui est ce que nous sommes. Une femme voilée sur une affiche de campagne du Parti Socialiste, c'est envisageable, c'est possible? Franchement, j'en sais rien. Dans le débat dans lequel nous sommes, je vois bien que, à tout le moins, ça susciterait de l'hystérie. Ce qu'il y a d'extrêmement violent dans ce qu'on a vu là, c'est comment une candidate, j'imagine choisie par les militants de la République En Marche, s'il y en a, se retrouve brocardée et au milieu d'une polémique qu'elle n'a pas appelée, quoi.
qu'elle n'a pas souhaité. Voilà. Tu consacres un chapitre à la question de la souveraineté. Tu insistes sur la nécessité de penser le triptyque État, souveraineté, démocratie. Tu distingues d'ailleurs souveraineté et souverainisme. Il faut retrouver de la souveraineté sans souverainisme, c'est ce que tu dis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sémantique et même politique, lorsque la gauche se met à parler de souveraineté, de basculer dans la souveraineté nationale? Est-ce que ce que tu nommes souveraineté, ce n'est pas la question démocratique, la question de la démocratie finalement? C'est pour ça que je mets ce triptyque État, parce que l'État, peut être l'État léviathan ou l'État social, et on voit bien qu'on est sur le fil, là, dans cette crise. Que la souveraineté, ça peut être le souverainisme, c'est-à-dire l'incapacité à penser finalement d'autres espaces de nous pertinents, supranationaux, infranationaux, et évidemment une souveraineté qui ne s'adosserait pas à l'expression de la démocratie, c'est-à-dire à l'acquiescement du peuple, bah, ce serait le refuge de l'autoritarisme et sans doute de la souveraineté nationale au sens de souveraineté nationaliste. Et donc je distingue bien la souveraineté qui est la capacité à avoir prise sur les choses, de souverainisme qui est une forme de version très étriquée, et même peut-être de maladie infantile, et le nationalisme c'est la guerre. Sur tous les points qu'on vient d'évoquer, Boris, il n'y a pas d'entente possible entre la gauche et les écologistes. Il y a plus de désaccords qu'il n'y a d'accords à gauche. Moi je pense qu'il y a plus d'accords qu'il y a de désaccords. Voilà. Quand on évoquait la question des gauches irréconciliables, je disais, il y a des gens à gauche qui sont irréconciliables. Est-ce que les gauchistes sont irréconciliables? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on a des désaccords? Et certains sont extrêmement vifs, extrêmement profonds. C'est une réalité. Moi, j'ai eu à débattre de la question du populisme à l'université de la France Insoumise. J'ai dit ce que j'en pensais. En quoi ça n'était pas ma façon de concevoir l'exercice, ni la conquête, ni l'exercice du pouvoir, parce que derrière la simplification sociologique, l'essentialisation du peuple, il me paraissait y avoir un risque de simplification politique, de régime antidémocratique. Et que non, je crois qu'on a besoin de complexité dans la façon de fabriquer l'intérêt général. D'où l'enjeu du triptyque État, souveraineté, démocratie, ce que tu expliques dans le livre. Le Parti communiste français a décidé d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Les Insoumis ont déjà leur candidat. Les écologistes vont désigner le leur dans le cadre d'une primaire. Les socialistes, visiblement, tâtonnent aussi. Ils ne savent pas très bien. Enfin, tu vas peut-être nous dire s'il y a un processus qui va être engagé. Il y a une primaire qui doit être peut-être engagée. Est-ce que la gauche n'a pas déjà acté sa défaite pour 2022 ? J'aime ne pas le penser. J'aime ne pas le penser et je crois qu'en réalité le prix de la défaite sera considérable pour la gauche dans sa diversité, mais le prix de la défaite sera considérable pour le pays. Et quand on joue avec les allumettes, il faut quand même se rappeler le prix de l'incendie. Voilà. Et là, on voit bien Emmanuel Macron, finalement, il se dit, peut-être les Français se disent, qu'il ne peut battre personne d'autre que Marine Le Pen. Où finalement ils se sont choisis dans le nouveau monde, l'un et l'autre. Mais c'est plus même sûr. Donc on a besoin, oui, d'être une alternative, de travailler. Moi je ne suis pas pour que les uns et les autres on renonce à ce que l'on est. Affirmons ce que l'on est, croyons à la force les uns et les autres de nos propositions, confrontons-les. Mais je regarde les prémices du Front populaire, il y a quand même beaucoup de raisons que ça ne marche pas. François Mitterrand gagne la présidentielle dans un esprit d'union, même si c'est dans une désunion des candidatures. Bon, comme je suis un garçon optimiste par nature, je me dis toujours qu'il va se passer quelque chose. Et sur les thèmes de campagne, on voit bien combien il y a une course à l'extrême droite. Le Parti communiste français décide de sa candidature en faisant campagne sur la question de la sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un renoncement aussi à gauche? Est-ce que la gauche, le problème de la gauche, c'est qu'elle n'assume pas être de gauche, tout simplement? En tout cas, la gauche doit retrouver ce que moi j'appelle la geste qui avait été celle de François Mitterrand avec son discours de la rupture. Alors, c'est circonstancié, on ne dirait pas forcément la même chose, mais je trouve que se poser la question de savoir avec quoi on veut rompre, dans un monde tel qu'il est, avec toutes ces injustices, toute cette violence, ce rapport de force entre la puissance privée et la puissance publique, je me dis, cette geste-là, cette audace réformatrice, même cette capacité à avoir comme slogan changer la vie, il faut qu'on le retrouve. Donc ne pas renoncer à être de gauche quand on est de gauche. Et puis à le dire, parce que moi ce que j'ai vu aussi dans le dernier quinquennat, il y a plein de trucs bien qu'on a fait. J'ai l'impression qu'il y a que nous qui les savons.
Non mais c'est vrai. Quand je vois que on se dit mince, alors le compte de prévention de la pénibilité, parce que oui, il y a 6 ans de différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, on s'aperçoit qu'on avait essayé de le mettre en place quand Macron décide qu'on le supprime. Quand on voit le renoncement aux soins, on se dit ah ben tiens, finalement le tiers payant généralisé c'était pas mal. La mixité sociale à l'école, on avait une centaine de projets qui avaient été lancés début 2016. Consciencieusement, Blanquer l'a enterré. Pourquoi? Parce que là où la gauche dit on veut une place pour chacun, et les libéraux nous répondent chacun à sa place. Toi, tu penses qu'il y a eu un malentendu entre les Français et le bilan de François Hollande? Il n'y a pas eu qu'un malentendu. Tout ça n'est pas juste un problème de com. J'en suis très conscient. Il faut toujours regarder en face ce qu'on a raté, ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait qu'on a bien fait de faire, qu'on aurait dû mieux affirmer. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'abord de me projeter vers l'avenir, de sortir de tous les confessionnals dans lesquels les gens voudraient nous enfermer. Je t'avais peut-être donné cette lettre qu'on avait adressée à Léon Blum fin 36, alors qu'il venait de faire les congés payés la semaine de 40 heures, et on lui disait qu'il était rejeté partout, c'est que le mieux qu'il avait à faire était de renoncer, de partir, parce que les Français ne comprenaient plus. Bon, voilà. Moi, je crois qu'il ne faut jamais renoncer à exercer le pouvoir avec ses servitudes, avec le risque de décevoir. Mais là, c'est ce que j'essaie de dire, on peut beaucoup. On peut beaucoup, et nous sommes sur le fil. Je veux dire, dans la bataille mondiale contre le Covid, il y a une guerre de modèles. C'est quoi? C'est le modèle chinois qui est le plus efficace pour combattre le Covid, ou c'est les démocraties? Est-ce que face à l'urgence climatique, ce sera nos vieilles démocraties libérales, ou est-ce qu'il faudra de l'autoritarisme? Voilà. Donc faisons la démonstration que rien de nos libertés, rien de nos droits fondamentaux, rien de nos modèles sociaux ne sont des inconvénients, au contraire, pour affronter l'avenir. J'ai une dernière question, Boris. Tu en parles dans le livre, du courage de la nuance. Ça fait bien sûr référence à un livre récent sorti au Seuil, je crois, de Jean Birnbaum. Mais est-ce que c'est compatible avec la politique, la nuance? Est-ce que c'est compatible avec les convictions? Et est-ce que finalement, c'est pas ça qui a tué la social-démocratie et ce qui a été la manière de gouverner de la social-démocratie, c'est-à-dire politique molle, politique, pas de compromission, si parfois des compromissions, mais une politique de compromis. Est-ce que le compromis en politique, c'est pas justement source de compromission? Je ne crois pas si c'est fait avec de la méthode. C'est-à-dire si c'est fait dans un vrai débat démocratique, si c'est fait dans l'affirmation de ce que les uns et les autres sont, dans la réconciliation des contradictions. Sinon, c'est la violence. Mais quand je dis il faut avoir le courage de la nuance ou du débat pondéré ou du débat réfléchi, plus que de l'invective, du tweet, du truc qui part en 5 minutes, que parfois on regrette 5 minutes après, c'est que je pense que fondamentalement, parfois le courage et la force est dans des positions qui savent saisir la complexité des choses. Voilà, la complexité des choses. Je crains le simplisme en politique. Je crains la simplification. Parce que la société, elle n'est pas comme ça. Elle est compliquée. Et je pense qu'il y a des positions majoritaires parce que ça fait mal au ventre de tout le monde de voir les injustices, de voir la pauvreté, de voir un avenir qui serait pour nos enfants moins heureux que le nôtre. C'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Merci beaucoup Boris Vallot, Un esprit de résistance aux éditions Flammarion.